Bonjour à tous. C'est bon. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle table ronde. Donc moi je suis Maxime Camus, je suis cofondateur et directeur général de Grisby. Grisby, c'est votre coach patrimonial qui vous permet de prendre la main sur la gestion de vos finances et de votre patrimoine. Lors de notre dernière table ronde, donc on avait adressé le thème de la stratégie d'investissement à adopter face à la crise, et vous avez été nombreux, même très nombreux, à nous poser des questions, notamment sur les SCPI. Le marché des SCPI en France est un marché qui ne cesse de grossir. En quelques mots, c'est près de 200 SCPI aujourd'hui disponibles sur le marché, et un marché qui représente une capitalisation de plus de 65 milliards d'euros. On a enregistré encore au premier trimestre de cette année une croissance significative par rapport à la même période l'année dernière. Et donc une question se pose aujourd'hui: faut-il encore investir dans les CPI en cette période bien compliquée? Nous avons la chance, pour répondre à cette question, d'avoir trois experts de sociétés de gestion de premier plan. Merci messieurs, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai qu'on apprécie chez Grisby vraiment le sérieux, la solidité de vos sociétés de gestion, et effectivement le positionnement des SCPI que vous proposez. Je vais d'ailleurs vous donner la main tout de suite pour vous présenter. Peut-être Antoine de Pigny pour commencer. Oui, merci beaucoup Maxime. Donc moi je suis Antoine de Pigny, je suis le directeur du développement de Primonial REM. Alors Primonial REM, vous connaissez peut-être, mais je vais peut-être vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, Primonial REM est la filiale du groupe Primonial en charge de la gestion d'actifs immobiliers, et on gère à peu près 21 milliards d'actifs sous gestion aujourd'hui, qui sont essentiellement répartis en bureaux pour à peu près 50%, et en actifs de santé pour environ 30%, et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, également en actifs résidentiels pour une dizaine de pourcents. Nous sommes présents à la fois sur le marché retail, donc avec une offre de SCPI assez dense, mais également sur le marché institutionnel, puisque nous gérons à peu près la moitié de nos encours pour des grands acteurs institutionnels du type caisse de retraite, fonds de pension, compagnie d'assurance. Peut-être dans la catégorie des SCPI, donc sur la partie retail, chez Primonial REM, nous avons fait le choix d'avoir des SCPI purs, c'est-à-dire des SCPI qui sont spécialisés par type d'actifs. Donc nous avons la SCPI Primo Pierre, qui est spécialisée dans le bureau, et plutôt le bureau Paris Première Couronne, et qui fait à peu près 3 milliards de capitalisation. Une SCPI spécialisée dans le commerce, une SCPI spécialisée dans le résidentiel, et enfin notre star qui est la SCPI Primovie, qui est elle spécialisée dans les actifs de santé et d'éducation. Et on aura l'occasion d'y revenir. C'est une SCPI qui a un volume de collecte très conséquent dans le passé, et qui aujourd'hui va continuer à collecter énormément, et donc on aura l'occasion d'en reparler. C'est une SCPI qui fait à peu près aujourd'hui 3 milliards d'euros de capitalisation, et qui a de très grandes ambitions à la fois sociétales, mais également en termes d'investissement. Donc voilà quelques mots pour présenter Primonial. Très bien, merci Antoine. Merci pour cette présentation. Jean-Christophe, je vous passe la main. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Écoutez, alors je suis le président d'Atlante Voisin. Atlante Voisin, c'est une société de gestion de portefeuille qui gère des FIA immobiliers, donc 3 SCPI, 2 EPCI. Les actifs gérés sont de l'ordre de 1,9 milliard aujourd'hui. C'est uniquement des actifs d'immobilier d'entreprise, bureau, commerce, activité, donc pas de résidentiel sur les fonds que l'on gère, et également une autre SCPI qu'on a créée en commun avec le groupe AXA, que l'on gère et qui n'est pas intégré dans cette capitalisation, qui fait à peu près 150 millions de capitalisation. Donc voilà pour la présentation sommaire, et on se focalisera plus particulièrement tout à l'heure sur Épargne Pierre, qui est la plus grosse SCPI et qui est la seule aujourd'hui qui est en capital variable et donc ouverte à la souscription, qui fait 1,2 milliard d'euros d'actifs gérés, plus de 200 immeubles, plus de 450 locataires.
Très bien. Merci Jean-Christophe. Jean-François? Oui, merci. Bonjour à toutes et tous. En ce qui me concerne, donc, je suis directeur général de la société Advenis REM, qui effectivement gère aussi des FIA immobiliers. Advenis REM fait partie d'un groupe intégré, Advenis Innovalis, qui gère de l'immobilier tertiaire sur l'Europe. Nous gérons directement et pour compte de tiers environ 5 milliards d'euros aujourd'hui, et la société de gestion gère directement via des SCPI un peu moins de 700 millions d'euros. Nous avons une dizaine de SCPI en gestion, dont 8 qui sont plutôt sur du résidentiel, donc en immobilier ancien, et 2 SCPI d'entreprise qui investissent de mon point de vue stratégie en Europe, et donc une SCPI qu'on va développer, qui sera la SCPI Eurovalis, qui investit 100% en bureau en Allemagne, et une autre SCPI que nous avons lancée l'année dernière qui investit en Europe du Sud, notamment en Espagne pour sa première acquisition à Madrid avant le confinement. Voilà, donc on a plutôt, nous, un parti pris bureau en termes de stratégie, parce que c'est notre ADN depuis une vingtaine d'années dans le groupe, et donc c'est notre spécialité, et essentiellement aussi d'un point de vue européen, puisque l'intégralité de nos investissements se font en Europe et pas en France, ce qui nous différencie aussi de nos confrères. Très bien, très bien, très bien. Merci à tous les trois. Je disais tout à l'heure effectivement qu'on avait, lors de notre précédente table ronde, récolté beaucoup de questions, et en particulier autour des SCPI. On va bien sûr s'appuyer sur une partie de ces questions qu'on a vues la dernière fois. J'invite toutefois évidemment les participants à cette table ronde, nos internautes, à poursuivre les questions. N'hésitez pas à nous poser des questions, et on les relèvera. En tout cas, on en relèvera certaines sans aucun doute. Peut-être pas toutes, mais en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, c'est aussi le jeu. Il faut que ça soit le plus interactif possible. Dans les questions qu'on avait retenues la dernière fois, il y avait une question par rapport au contexte. Évidemment, là, on sort de 2 mois, 3 mois compliqués. Les particuliers, les épargnants se posent des questions, notamment par rapport à l'activité des sociétés de gestion spécialisées. Qu'est-ce qu'on peut dire du contexte qu'on vient de traverser là, pour les sociétés de gestion, peut-être Jean-Christophe, en particulier au niveau de la collecte? Alors, déjà, les sociétés de gestion ont activé leur plan de continuité d'activité. Elles ont toutes continué à travailler, et tous leurs collaborateurs ont continué à travailler, et ça, on doit les féliciter. Je pense que c'est la même chose du côté de nos confrères. Il y a eu un investissement absolument formidable et remarquable de la part de nos collaborateurs. Au niveau de la collecte, alors, on est dans un monde qui est terriblement anxiogène aujourd'hui. Relayé par les médias, effectivement, il vaut mieux couper toutes les informations, mais on ne peut pas s'en priver. On est sur de l'émotion, sur de la surréaction, et moi également, quelquefois, je ne peux pas m'échapper de cette surréaction, mais il faut quand même garder la tête froide par rapport à ça et regarder les véritables éléments. Si, effectivement, et il y a de quoi être anxieux par rapport à ce que l'on vit et à ce que l'on et à l'avenir. Maintenant, s'il y a un domaine qui est plus ou moins épargné ou qui est plus positif que les autres, c'est bien l'épargne. Si on essaye de voir les choses de manière objective. Le marché de l'épargne, aujourd'hui, continue à croître avec une épargne forcée par le fait du confinement et des moindres dépenses des particuliers. Et donc, ce marché de l'épargne, il grossit. Et on le voit avec les collectes records sur un certain nombre de supports. Après, donc c'est un élément qui est quand même positif pour les placements, parce que les Français vont continuer à réfléchir à leur placement. Maintenant, c'est l'orientation de cette épargne. Il y a vraisemblablement une orientation de l'épargne qui va aller vers la précaution. Donc, on va vouloir avoir des supports de placement qui vont être liquides et que l'on pourra récupérer rapidement. Mais la contrepartie, ça va être une rémunération qui est très faible. Et bien entendu, il y a d'autres types de placements dont font partie les SCPI et qui ont encore un véritable atout et une chance et une opportunité à jouer. Et on le voit bien au niveau de la collecte. La collecte ne s'est pas arrêtée avec le confinement. Il y a effectivement eu un ralentissement qui est dû notamment au fait que les CGP ou les plateformes comme les vôtres ont du mal à rencontrer leurs clients.
Le financement est plus difficile, effectivement, à mettre en place quand on est confiné, mais globalement, Épargne-Pierre, par exemple, qui collecte globalement 40 millions par mois sur les trois premiers mois, a collecté 25 millions en avril et va collecter plus de 20 millions au mois de mai. Donc, on voit bien qu'il y a une baisse à peu près de 40%, sachant qu'on a uniquement des souscriptions qui proviennent de particuliers et pas d'institutionnels dans nos souscriptions. Donc, ça vous donne une indication. Maintenant, effectivement, moi, je suis persuadé que la SCPI a toute sa place dans un placement long terme. Encore une fois, on ne rentre pas dans une SCPI pour ressortir dans 2 ans. C'est un placement à 10 ans, à 15 ans. Et le problème des retraites n'est pas réglé. Donc, les fondamentaux du placement au sein des SCPI revêtent sa justification aujourd'hui. Donc, la collecte continue à se faire et je pense va se développer dans les prochains mois car elle répond à un certain nombre de besoins. Très bien, très bien, très bien. Merci Jean-Christophe pour cet éclairage. Côté Primonial, Antoine, j'imagine donc qu'il y a eu un ralentissement comme chez Atlante Voisin de la collecte au cours des dernières semaines qu'on vient de vivre. Est-ce qu'il y a la décollecte pour autant? Alors non, je pense que effectivement un des éléments qui était quand même très important et qui était assez attendu, c'était de voir si les SCPI à capital variable seraient en mesure, pendant des périodes un peu troublées, de continuer à servir les retraits. Et en tout cas, chez nous, et je pense qu'on a quand même pas mal de statistiques de l'IEIF, on voit bien qu'on n'a pas de mouvement de décollecte très très fort, même sur les SCPI qui seraient potentiellement les plus impactés, comme les SCPI de commerce. On reste en collecte nette et donc on n'a pas de sujet pour servir les retraits. Alors spécifiquement, par exemple, sur Primovie, on n'est pas du tout dans une situation de décollecte. On n'a pas noté, nous, de mouvement qui était particulier sur le mois d'avril ou le mois de mai par rapport à l'année dernière. Donc, effectivement, il y a un certain attentisme. Avril a continué à être plutôt un des mois assez positifs parce que je pense qu'on bénéficie aussi un peu de ce qui était dans les tuyaux au mois de mars. La souscription d'une SCPI, ça reste encore un process un peu long. Alors même si Grisby œuvre pour que ça aille un peu plus vite, ça reste quand même un petit peu long. Exactement. Et au mois de mai, les 15 premiers jours de mai sont un peu plus calmes, mais sont toujours positifs. Et notamment sur la SCPI Primovie, bénéficie quand même d'un effet médiatique assez important sur la thématique, puisque évidemment la thématique de la santé, de l'éducation, du grand âge, la dépendance est une thématique qui est évidemment au cœur des préoccupations aujourd'hui, malheureusement. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Jean-François, côté Advenis REM, effectivement, on parlait tout à l'heure de Rovalis, qui a un positionnement allemand. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces dernières semaines par rapport au niveau d'activité chez vous, et en particulier sur cette SCPI? La situation a été assez bien résumée effectivement par Voisin et par Primonial. On a au niveau des sociétés de gestion une grosse activité puisque le premier quadrimestre au niveau des sociétés de gestion, c'est bien entendu la clôture des comptes, c'est le dividende du premier trimestre, c'est l'organisation des futurs AG, c'est aussi tout ce qui concerne les IFU puisque c'est les soutiens d'aide à la déclaration. C'est vrai que nos sociétés de gestion ont pour habitude de beaucoup travailler sur le premier quadrimestre et ça n'a pas changé. Sur le front de la collecte et peut-être pour apporter un petit peu plus d'informations aussi, voilà, je pense que bien entendu il y a eu ce mouvement. Le premier trimestre a été très très bon en collecte sur toutes les sociétés de gestion en France. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui répondent à ça. C'est d'une part, je pense, le fait que la SCPI marque vraiment son territoire aujourd'hui en termes de solutions, en termes de gestion de patrimoine et pour répondre aux problématiques des clients et des investisseurs par rapport à des solutions et d'offres de produits, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de produits différents et qui répondent à des objectifs différents en termes d'objectifs patrimoniaux et de clients. Il y a une offre de diversification qui est très large. Je crois qu'il y a les médias aussi qui se sont pris. Alors, tout à l'heure, on parlait du défaut des médias qui allait effectivement un petit peu trop dans un sens. Ils nous ont aussi un peu servi ces dernières années puisqu'ils ont bien relayé le discours
des SCPI qui était une classe d'actifs qui n'était pas très connue et qui de plus en plus devient connue auprès de tous les investisseurs français. Et ça, c'est une bonne raison et c'est une bonne chose pour nous et pour aussi les investisseurs. Et donc, de ce point de vue-là, on était sur un rythme très fort en termes de collecte. Il faut quand même rappeler, l'année dernière, c'était un petit peu plus de 8 milliards de collecte. Ça reste une classe d'actifs sur laquelle aujourd'hui, on est sur des niveaux de collecte très faibles, toujours aujourd'hui, même si c'est des chiffres très importants. Je crois que la collecte du mois d'avril sur le livret A, c'est 10 milliards, juste sur un mois. Donc, on reste que sur des produits qui, aujourd'hui, en termes de classe d'actifs, ont encore une potentialité importante en termes de solutions patrimoniales pour les clients. Donc, on est sur ce trend-là. Bien entendu, là, au mois d'avril, et au mois de mai, on est en plein confinement. Donc, une des raisons pour lesquelles la collecte a baissé, et nous, on n'échappe pas à la règle, hein, bien entendu, ça va être moins 40, moins 50%. Je pense que ça va être à peu près la norme sur à peu près toutes les sociétés de gestion. Mais de par le fait qu'il y a une vraie difficulté aujourd'hui à aller rencontrer nos clients et à aller faire des propositions et en tout cas à aller faire des souscriptions. Alors, ce qu'on a mis, nous, en avant sur nos produits et notamment sur la SCPI Eurovalis, c'est on a bien travaillé sur toute la partie dématérialisation pour permettre effectivement aux acteurs et aux distributeurs, donc que ce soit des CGPI pour Grisby et pour d'autres distributeurs, de pouvoir accéder à nos SCPI via la dématérialisation, via la souscription en ligne. Et donc ça permet aussi de pouvoir traiter l'épargne, comme on l'évoquait tout à l'heure, et de pouvoir la traiter à distance. Et ça aussi, ça fait partie des solutions qu'on peut apporter ou qu'on doit apporter à nos distributeurs et aux clients finaux qui sont nos associés. Oui, très bien, merci effectivement pour ce point important. Pour compléter de notre côté, effectivement chez Grisby, on accompagne à distance de manière historique nos clients dans leur démarche d'optimisation fiscale et patrimoniale et on leur permet d'aller évidemment jusqu'à la souscription en ligne, y compris pour les SCPI. On a été les premiers en France à proposer la souscription en ligne de SCPI fiscales et on couvre aujourd'hui une gamme très importante de SCPI de rendement qui peuvent être souscrites en ligne, dont évidemment les SCPI dont on parle aujourd'hui. Donc on n'est pas obligé de rencontrer son conseiller aujourd'hui pour souscrire une SCPI, ça c'est très important. Et on l'avait préparé bien avant cet épisode de confinement et de crise sanitaire. Merci en tout cas à tous les trois pour ce premier éclairage sur matière d'activité. On a des questions effectivement autour des effets de la crise sur les SCPI. Ça, c'est des questions qui reviennent régulièrement. Alors, quand on pense à effet de la crise, on pense à commerce, on pense à bureau. Est-ce que côté épargne-pierre, qui est une SCPI très diversifiée, très importante et qui à nos yeux voilà, très, très solide, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut parler d'impact de la crise sur la SCPI? Comment vous voyez les choses côté Atlante voisin? Alors, l'impact, bon, d'abord, on est parti d'une crise sanitaire. Cette crise sanitaire a donné lieu à la fermeture administrative de tous les commerces non essentiels. Donc ça, c'est le premier point, et ça a été l'effet immédiat de la crise. Puisque les commerçants n'ont pas eu de chiffre d'affaires, sauf ceux qui travaillaient via Internet. Mais effectivement, il y a eu un ralentissement de l'activité commerciale qui a été très important. Quel a été l'impact par rapport aux locataires commerce que nous avons? Je vous rappelle que globalement, épargne-pierre sur 1,2 milliard, il y a 26% de commerce non alimentaire. Le solde étant 65% de bureaux, 6% d'activité et puis le reste de commerce alimentaire. Il y a eu donc tous les commerçants. Alors après, on a très peu de TPE dans les commerçants, mais ce qu'il faut remarquer, et vous avez vu, et vos auditeurs aussi l'ont vu, la campagne de presse importante des grandes enseignes qui demandaient l'annulation des loyers et charges, ce qui n'a pas fait débat en Allemagne, hein, et Jean-François pourra peut-être nous éclairer sur la façon dont ça s'est passé en Allemagne. Quand H&M et Adidas ne veulent pas payer leur loyer, c'est remonté directement au niveau du gouvernement. En France, ça n'a pas du tout été cette même réaction. Le gouvernement n'a pas pris de disposition en ce sens. Il a simplement donné des recommandations d'annulation de loyer pour les TPE, et ensuite c'est géré au cas par cas. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette partie commerce? Globalement, avec les petits commerçants, il y a eu des accords qui ont été assez vite pris et assez facilement équilibrés
et qui n'allait pas jusqu'à 3 mois d'annulation de loyer. Et en général, ça se faisait avec des contreparties sur la durée du bail. Donc ça a été géré, mais c'est relativement minoritaire chez nous. Après, sur les grandes enseignes, on les gère au cas par cas. Aujourd'hui, si vous voulez, nous, on a fait une simulation en se disant, au pire, si on annule tous les loyers des commerces pendant 2 mois, c'est-à-dire pendant la période de fermeture, qu'est-ce qui va se passer? Ça va provoquer globalement, ça portera sur 8% du loyer annuel. Donc, si on a en fait, la tendance aujourd'hui, c'est qu'on n'en est pas à 2 mois d'annulation. On a déjà pris des accords avec certaines grandes enseignes avec une contrepartie qui est l'allongement de la durée du bail pour sécuriser le bail. Ce que l'on constate, parce que là aussi, il faut vous mettre, et moi j'ai personnellement appelé nos locataires pour avoir un peu leur écho de la situation. Il y a eu une première étape où c'est fermé, on a fermé le 11 mars, et puis on a décidé de confiner jusqu'au 11 mai. Donc il y a eu jusqu'à la fin mars un attentisme en disant bon, on va rouvrir sans doute début avril, ça va être la libération de Paris et tout le monde va se trouver dans les magasins. On a été confiné un peu plus longtemps et on s'est aperçu que ça n'allait pas être la libération, que tout le monde n'allait pas pouvoir sortir. Donc il y a eu à nouveau une inquiétude des commerçants et puis la réouverture est arrivée. Ce qui se passe, c'est que globalement, les commerçants étaient très pessimistes quant à la réouverture et au flux qui allait arriver dans leur commerce. Moi, pour en avoir discuté avec plusieurs grandes enseignes, globalement, le flux a été un peu moindre, mais qui est à cause de dispositions concernant les mesures de sécurité dans les magasins. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les queues dans certains magasins à l'extérieur et tous les gens ne pouvaient pas rentrer, mais globalement, le panier moyen a augmenté. C'est-à-dire qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur panier moyen augmente. Donc la situation est un peu meilleure que celle qu'on avait attendue. Alors je ne nie pas que les plus faibles des commerçants vont mourir, et on l'a vu. Hein. Vous avez vu Camailleux, vous avez eu l'enlèvement qui est en procédure de sauvegarde, mais certains vont prendre des parts de marché aussi, vont sortir renforcés de cette crise. Le PGE va les aider, hein, parce que quelquefois le PGE va leur servir, très garanti par l'État, va servir leur trésorerie, mais va pouvoir aussi peut-être leur donner des moyens de saisir et d'augmenter leur part de marché. Donc voilà pour la partie commerce. Après, la première étape, c'est la crise sanitaire. Ensuite, moi, je vous tiens à un langage totalement transparent. Hein. La deuxième étape, ça, c'est l'effet immédiat, c'est les commerces et ça va être géré. Moi, je pense que la consommation va repartir globalement et que les plus forts vont s'en sortir. Et c'est le cas, en tout cas, d'après les échos que j'en ai. Deuxième effet, on est dans une crise économique. Crise économique, on en a connu. Hein, c'est ce qui régit les cycles immobiliers, les cycles économiques. La crise économique et la récession économique, c'est effectivement un gel des investissements, un gel des embauches, et vous voyez en masse les économies, les plans d'économie de certaines sociétés. Donc ça va avoir un impact qui va être différé, on ne voit pas tout de suite, mais qui va être différé sur tous les secteurs d'activité. Et donc ça dépendra du plan de relance. Si la relance est là et que les moyens sont mis sur le plan de relance, effectivement, ça permettra d'atténuer ces effets de chaîne. Donc voilà ce que l'on pouvait dire à peu près sur le contexte aujourd'hui dans lequel on est et ce que l'on vit avec nos locataires. Après, pour vous donner un ordre d'idée, parce que dans l'anxiété, on surréagit. Hein. Le pays va pouvoir baisser les loyers, les locataires vont plus payer. C'est pas le cas. Nous, 85% de nos locataires, c'est globalement que des grands comptes, des grandes entreprises ou des organismes publics. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense que c'est la même tendance chez nos confrères, en tout cas qui sont diversifiés. Hein. Le premier trimestre, les encaissements ont eu lieu normalement, hein, on était quasiment à 100% de taux d'encaissement. La compte du premier trimestre a été inchangée par rapport au premier trimestre 2019 et aujourd'hui, le taux d'encaissement du deuxième trimestre à aujourd'hui, hein, sachant qu'il y a des loyers mensuels aussi qui vont être touchés en juin, est à plus de 70%. Donc on sera, je pense, à 85% d'ici la fin du deuxième trimestre. En ayant consenti des annulations de loyers pour certains commerçants
avec des contreparties sur la sécurisation du loyer. Donc vous voyez qu'on est aussi loin d'un effet de panique et que les fondamentaux de la SCPI sont bons. Pour vous faire remonter aussi les questions qui s'affichent, que je vois en tout cas en partie, on a des questions autour des bureaux et de l'effet du télétravail. Alors effectivement, personne n'a de boule de cristal pour savoir de quoi l'avenir sera fait, mais comment vous ressentez les choses sur le terrain, vous, de votre côté, sur les bureaux? Oui, Jean-Christophe, et après Jean-François, je vous demanderai côté en Allemagne, oui, effectivement. Ok. Alors, moi ça m'amuse ce débat, qui est vraiment un débat. Quoi, il faut. Jean-Christophe, vous voulez sur les bureaux? Oui, je veux bien. Vous m'entendez? Allô? Alors, moi, c'est une question. Oui, je vous entends. Oui. Alors, il y a peut-être un petit décalage, mais je vous entends. Oui. C'est une question qui est amusante et qui est récurrente. Il y a 10 ans, on annonçait la mort du bureau avec le télétravail. C'est pas une notion récente, le télétravail. Il y a quelques années, on annonçait la mort du commerce par l'e-commerce. Il ne faut pas nier qu'il y a un effet. Moi, je vais vous donner 5 éléments. Et il faut prendre en compte que le télétravail sera effectivement un élément à prendre en compte dans le futur. 5 éléments qui plaident un peu, qui atténuent les effets du télétravail. Un, c'est une négation totale de la culture d'entreprise et du lien social. Vous avez déjà essayé de prendre un café par l'intermédiaire de Zoom, c'est un peu compliqué. On peut le faire, mais c'est compliqué. Rester devant son écran toute la journée, on l'a vécu pendant la période de confinement, c'est usant, fatigant. Quand vous faites des réunions comme on le fait aujourd'hui, et on l'a fait avec nos collaborateurs, on a certains collaborateurs urbains qui n'ont pas de bureau. Donc, on les voit dans leur cuisine, dans leur salon. Je vais vous donner un exemple aussi financier, parce qu'il va falloir régler ce problème. Si on veut mettre les gens en télétravail, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas falloir les payer pour la pièce qui sera consacrée à leur bureau? Il faudra payer leur connexion Internet, il faudra payer leur facture d'EDF. Qu'est-ce qui se passe quand ils seront licenciés et ils n'auront plus ce moyen financier de payer leur pièce bureau? Donc, il y a des problématiques sociales qui vont se poser aussi et des négociations avec les syndicats qui vont être très, très dures à ce niveau-là. Il y a des problèmes de sécurité informatique. Vous avez peut-être, certains ne le savent pas, mais certaines sociétés ont interdit d'utiliser Zoom, notamment pour des problèmes de sécurité. Donc ça pose des problèmes. Après, il faut bien comprendre qu'on n'est pas dans un marché de bureaux qui est déséquilibré. On avait des taux de vacances sur les bureaux qui sont très faibles globalement dans tous les marchés, qui étaient de l'ordre de 4%. Alors ce taux de vacances, il va augmenter. Donc on consommera moins de bureaux, ça c'est clair en tout cas pendant cette période qui va être un peu difficile. Mais aujourd'hui aussi dans l'organisation des bureaux, est-ce que vous pensez que l'open space va perdurer? Il y a de fortes chances qu'on dédensifie les bureaux et donc que l'on ait besoin de plus d'espace sur les bureaux. Donc ça, j'ai fait un plaidoyer, je suis un peu conflicté puisque je travaille dans les bureaux, donc j'essaye de plaider pour ma cause. Mais globalement, encore une fois, les propriétaires immobiliers sauront gérer ce problème-là et ce n'est pas la mort des bureaux. Il va y avoir une cohabitation qui va s'organiser. Oui, pour prendre... Très bien. Merci Jean-Christophe pour cet éclairage. Côté Jean-François, effectivement, avec Eurovalis qui est positionné en Allemagne. C'est intéressant d'avoir votre éclairage parce qu'effectivement, on voit que la France et l'Allemagne, on est dans des contextes quand même qui sont différents. Que se passe-t-il quand on parle d'effet de la crise pour Eurovalis en Allemagne? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en fait? Alors pour faire un focus, oui, parce que nous on est positionné en Allemagne et en Espagne, et c'est vrai que l'Espagne n'a pas forcément non plus la même tendance et la même trajectoire économique. La raison pour laquelle on avait à l'époque, il y a 5 ans, créé la SCPI Eurovalis, c'était pour 2 raisons. La première, c'était qu'on travaillait déjà ce marché depuis plus d'une dizaine d'années pour compte de tiers, notamment parce qu'on a aussi un REIT, donc c'est une foncière cotée qui est cotée sur la bourse de Toronto et qui investissait déjà en Allemagne, qu'on avait mis en place une équipe d'une dizaine de personnes sur le territoire allemand, donc on connaissait bien ce marché. Et l'autre vraie raison, c'est par rapport au poids économique de l'Allemagne en Europe, notamment le fait que l'Allemagne reste aujourd'hui et encore plus
le moteur économique de l'Europe. Donc, c'était assez naturel pour nous de créer une SCPI 100% allemande, 100% bureau. Sur ce qui s'est passé en Allemagne, ça résume assez bien ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a parlé hier d'un effort de 750 milliards au niveau européen pour soutenir l'économie, pour soutenir la croissance. Exactement le chiffre qu'a mis en place l'Allemagne pour soutenir l'économie allemande. Début mars, l'Allemagne, en tout cas l'État allemand, a mis en place une dette au profit des entreprises à hauteur de 750 milliards juste pour l'Allemagne. Ça démontre bien effectivement l'effort, et ça c'est très rare chez les Allemands puisque c'est pas forcément leur mécanique économique de soutenir effectivement l'économie, mais là, compte tenu du contexte, c'était important. L'autre point, c'est qu'on voit bien aussi par rapport à la crise sanitaire du Covid qu'on est sur un pays qui est plus puissant que les autres pays européens, dont la France. Deux raisons à cela, c'est ils ont testé les Allemands tout de suite dès le démarrage effectivement du confinement. Il y a eu un confinement plus léger qu'en France et encore plus qu'en Espagne, qui a été plus rigoureux, de par effectivement cette notion de contrôle. Et quand vous regardez effectivement des statistiques, alors effectivement c'est pas très réjouissant, mais l'Allemagne a autant de cas que nous en termes de maladies, en tout cas de personnes atteintes du Covid-19. Ils ont 5 à 6 fois moins de décès. Pour une simple raison, c'est que l'Allemagne possédait au début de la crise 25 000 lits de réanimation, alors que la France en avait 4 000. Et que le UK, par exemple, la Grande-Bretagne, en avait 800 au démarrage de la crise. Et donc on voit bien les conséquences que cela a sur l'aspect sanitaire et forcément l'aspect aussi économique. D'où le déconfinement de l'Allemagne à partir du 22 avril. Ils ont déconfiné avant tout le monde. Et ils ont rouvert aussi les surfaces commerciales à partir du 22 avril. Et ils parlent déjà depuis hier de remettre aussi de libérer aussi les aspects distanciation sociale à partir de fin juin, où ils veulent effectivement assouplir aussi cette notion de distanciation sociale. Donc de ce point de vue-là, on voit bien qu'économiquement, on est sur un marché qui est beaucoup plus puissant, et c'est une des raisons pour laquelle on avait investi. L'autre point, pour soutenir l'économie allemande, l'État allemand a légiféré, ce qui n'était pas le cas, ce que disait Jean-Christophe tout à l'heure. Ça n'a pas été le cas en France. L'État allemand a légiféré en donnant la possibilité aux entreprises allemandes de pouvoir reporter de 3 mois, d'avril à juin, les loyers, mais dans un cadre légal, c'est-à-dire que les entreprises ont le droit et ont eu le droit de décaler de 3 mois leur loyer, à la condition de mettre en place un accord avec les propriétaires, et que les propriétaires avaient la possibilité donc de proposer à leurs locataires un étalement entre juillet 2020 et septembre 2022, et avec un taux d'intérêt pouvant aller jusqu'à 8%. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça a été d'une part cadré, d'une part légiféré, et avec une incitation assez forte aux propriétaires en disant « on va vous soutenir d'un point de vue économique, donc de votre côté, vous payez vos charges, vous payez vos loyers, et si vous ne pouvez pas le faire pour de bonnes raisons, à ce moment-là, le propriétaire peut vous mettre en place un taux d'intérêt jusqu'à 8%. La conséquence, c'est qu'on a eu sur l'intégralité de notre parc immobilier 6 demandes au total de décalage de loyer, et sur lequel on en a traité 6 demandes, dont 2 qui ne sont pas allées au bout puisqu'ils ne nous ont pas finalement proposé effectivement de reporter leur loyer, et 4 sur lesquels on est en train, et on a déjà mis en place 2 accords de report avec 2 locataires qui, pour l'un, ce qui semble assez logique, c'est un des premier touriste international, je ne citerai pas le nom de cette société, mais en tout cas, voilà, ça fait partie des leaders mondiaux du tourisme, et qui nous ont proposé de reporter de 3 mois avec un paiement en juillet 2020. Donc, on voit bien que ça n'impactera pas notre loyer cette année. Et l'autre, c'est une grande marque de textile qui a aussi subi la crise. Alors, c'est pas Camaïeu, c'en est une autre, qui a priori n'est pas aussi mal en point que Camaïeu, mais qui nous a aussi proposé un décalage de 3 mois avec un étalement du loyer entre juillet et décembre 2020. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on sait déjà que ça n'impactera pas nos revenus de 2020. Et en plus de ça, ça représente, quand on accumule l'intégralité de nos demandes, 1,5% de nos loyers annuels. Donc c'est epsilonesque, et aujourd'hui, on est en train de traiter 2 locataires qui représentent moins de 0,5%. Donc on voit bien que l'État allemand, et Jean-Christophe parlait d'Adidas tout à l'heure, je pense que ça a fait une vague assez forte. Adidas a évoqué en début de confinement le fait de pouvoir reporter ses loyers ou ne pas payer ses loyers. Ils ont fait une excuse publique en Allemagne, et ils ont du coup payé
deuxième trimestre en avance par rapport effectivement à tous leurs propriétaires. Donc je crois que ça a mis un coup d'arrêt assez fort à l'ambiance de dire voilà, on a la possibilité, ou si on peut se prévaloir, parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, les grands groupes internationaux des fois profitent de certaines situations pour négocier, décaler leur loyer. Je crois que ça a mis un coup de frein assez fort aux négociations et au report de loyer en Allemagne. Voilà. En ce qui nous concerne, effectivement, c'est vrai que notre parc immobilier est essentiellement loué à des grands groupes internationaux qui, a priori, ne subissent enfin, pas ne subissent pas, parce qu'ils la subissent comme tout le monde, mais en tout cas un petit peu moins, et ont des santé financières un peu plus importantes, puisque la plupart de nos locataires sont entre 2B+, et 3A en termes de notation financière. Et donc, normalement, elles sont en capacité de passer ces moments de crise un peu plus normalement que certaines petites sociétés. C'est vrai que pour nous, on est essentiellement sur le bureau et pas sur le commerce, ni sur l'hôtellerie. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas cette problématique à gérer, en tout cas. Ok, merci Jean-François pour cet éclairage très instructif. Côté Primonial, si on parle de Primovie, là on est sur un positionnement très différent, effectivement. Ça va intéresser également nos participants, nos internautes. Avec donc Primovie, on est sur la santé. Il y a un éclairage très fort lié au contexte aujourd'hui sur la santé. Qu'est-ce qu'on peut en dire si on parle d'effet de la crise sur Primovie, Antoine? Alors effectivement, le secteur de la santé est un secteur qui est quand même assez particulier dans le monde de l'immobilier, puisque c'est un secteur qui est acyclique, qui est même assez décorrélé finalement du reste de l'activité économique, puisqu'il répond plus à des problématiques démographiques, à des problématiques, on va dire, liées à la structure de la démographie que voilà, aux différentes crises économiques. Et on le voit bien sur Primovie, on n'a pas connu, en tout cas nos locataires n'ont pas connu de difficultés financières. Alors c'est clair que dans le patrimoine de Primovie, on a des cliniques, on a des résidences services seniors, on a des EHPAD, on a une petite partie de bureaux loués à des acteurs de santé. Donc tous ces acteurs-là, et notamment les cliniques et les EHPAD, ont été en première ligne pendant toute la crise, et donc opérationnellement et humainement ont connu vraiment de grandes difficultés. Mais si on regarde les choses d'un point de vue un peu plus financier, n'ont pas connu de difficultés financières. Alors nous, chez Primonial, on a quand même décidé au début de la crise d'aller voir proactivement nos locataires, et notamment les locataires de cliniques, pour leur proposer un décalage de paiement du loyer, c'est-à-dire leur proposer de le payer à la fin du trimestre plutôt que de le payer au début du trimestre. Ça nous paraissait, alors ce n'était pas une demande de leur part, mais ça nous paraissait être un pas que la société de gestion pouvait prendre, leur de laisser un tout petit peu d'air, sachant qu'aujourd'hui la plupart de ces cliniques, et pendant la crise, elles ont connu beaucoup d'activités liées au Covid, et donc elles ont, on va dire, transféré une partie de leur lit à des opérations qui sont d'habitude assez rentables, de chirurgie ou de séjours courts, à des prestations liées au Covid qui sont payées évidemment par l'assurance maladie, mais avec évidemment un bénéfice un tout petit peu moins important. Et donc globalement, il n'y a pas eu d'impact financier sur Primovie, ce qui est normal, et ce qui remet un peu en exergue ce qu'est l'immobilier de santé. L'immobilier de santé, c'est un bâti, évidemment, donc la partie immobilière est très importante, mais c'est également, et c'est ça qui est extrêmement important et qu'il faut bien comprendre, un opérateur et une relation avec cet opérateur, une relation qui en général est régie par un bail qui est plutôt un bail de longue durée. La moyenne de nos baux, c'est plutôt autour de 10 ans, et la plupart de ce qu'on peut signer aujourd'hui se signe entre 10 et 20 ans. Donc ça répond bien, et le modèle SCPI finalement correspond bien à cette thématique de santé et éducation, parce que, comme le rappelait Jean-Christophe tout à l'heure, la SCPI, c'est un investissement à 10, 15, 20 ans, et donc d'avoir des baux qui sont alignés avec cette durée est tout à fait pertinent. Après, comme tu disais, la crise a remis sous les spotlights, a remis en exergue les besoins criants, à la fois dans le secteur purement médical, mais également, on va dire, dans les EHPAD, les résidences services seniors. On sait qu'on a un besoin et un manque vraiment très important
de lits au niveau européen. On estime qu'il manque à peu près 400 000 lits dans les maisons de retraite médicalisées. Donc 400 000 lits d'ici 2025-2030, c'est énorme. On pense que la population entre 80 et 85 ans, qui est la population où la dépendance commence à devenir critique, augmente de plus de 32 millions d'ici 2025. Donc c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qui doivent être adressées, qui aujourd'hui étaient adressées, mais de façon un petit peu non coordonnée. Et on comprend bien aujourd'hui, au travers des différentes mesures des gouvernements et au moins des effets d'annonce, que les gouvernements et les sociétés civiles ont l'intention d'investir sur ces secteurs qui sont aujourd'hui jugés comme prioritaires. Donc c'est vraiment important parce que ça remet aussi un petit peu en exergue le caractère, on va dire, impactant de l'investissement en santé et notamment en maison de retraite et en clinique. C'est à la fois un investissement qui est profitable. CPI n'est pas là pour faire du pur social. On a un taux de distribution qui reste tout à fait élevé, mais on a également la possibilité, au travers de cette thématique, et encore plus aujourd'hui, de prendre part, et ça donne la possibilité aux gens de prendre part à un mouvement sociétal qui est un mouvement assez large. Alors, qui est un petit peu le même finalement qu'on peut avoir sur les bureaux quand on investit sur des bureaux qui sont green, qui sont conformes aux nouveaux usages. Là, on va encore un tout petit peu plus loin, puisqu'on permet d'investir sur une thématique qui est cruciale aujourd'hui et bien plus encore depuis le Covid. Donc effectivement, aujourd'hui, la SCPI, même la thématique de la santé est vraiment mis en avant. On pense qu'on a effectivement un élément extrêmement positif à jouer. On a également, et je voulais juste le mentionner, décidé chez Primonial. C'est intéressant. Je finis juste avec ça parce que c'est important. On a décidé de transformer Primovie en un fonds de partage. Alors d'autres l'ont fait. Ça permet en fait à chaque souscription d'avoir une allocation automatique de soutien à l'hôpital Necker. Alors avant c'était pour la recherche sur les maladies rares. On a réalloué cette collecte sur la recherche sur le Covid. Ça rebougera probablement après, on l'espère, dans une période plus normale. Ouais, très bien, merci Antoine. Effectivement, en plus, quand on parle de contexte, c'est vrai que la santé, c'est un secteur beaucoup plus petit que celui des bureaux, par exemple, en Europe. On est sur un marché plus petit qui a vocation à s'agrandir très vite, à grossir très vite, mais qui est encore petit. Et vous avez en face de vous des opérateurs qui, pour certains, ont des tailles importantes. Donc, ce que je voulais souligner aussi, c'était effectivement, vous parliez tout à l'heure de la sélectivité de l'opérateur, ça c'est important, mais effectivement, le fait d'avoir une taille critique comme celle de Primonial face à des opérateurs, je pense que c'est une donnée clé qui est intéressante pour nos auditeurs. On a des questions évidemment qui continuent d'arriver et ça c'est bien logique autour des perspectives. Perspectives 2020-2021 en matière de rendement et d'évolution des parts. Est-ce que côté Primovie, on peut donner quelques éléments à ce sujet ? Oui, comme je disais tout à l'heure, nous on a été assez peu impacté par la crise. Donc les perspectives 2020 sont conformes à celles de 2019. Donc on a l'année dernière distribué 4,50 et c'est notre objectif long terme. On ne devrait pas dévier de cet objectif-là. Comme je disais, on bénéficie en général de baux très long terme. On a un taux d'occupation financier qui est supérieur à 95%. Donc voilà, on a plutôt une bonne visibilité sur cette typologie d'actifs, sur les revenus sur le moyen terme, voire sur le long terme. Et on est tout à fait confiant sur notre capacité à continuer à trouver de bons investissements. Et comme tu le disais, ce qui est clé aujourd'hui, le marché de la santé, c'est 5 milliards d'euros en immobilier en Europe, en incluant le UK, donc c'est tout petit. Pour trouver de bonnes opportunités, il faut être capable de discuter avec les grands opérateurs et cette discussion-là, c'est quelque chose qu'on a initié nous depuis environ 6-7 ans avec des volumes d'investissement avec ces grands groupes qui sont extrêmement importants. On a la chance d'avoir des leaders européens qui sont des sociétés françaises pour la plupart, avec lesquels on a pu initier des discussions depuis vraiment
un certain temps. Et aujourd'hui, on a un volume d'investissement, on va dire, mais de façon régulière avec ces opérateurs de qualité qui nous permet d'avoir une bonne visibilité. Donc, plutôt serein, en tout cas, sur les perspectives de Primovie. Très bien, très bien, très bien. Merci Antoine. Jean-François, pour Eurovalis, est-ce qu'on peut apporter des premiers éléments en matière de perspective là, sur l'année en cours, l'année qui vient? De manière identique à ce que disait Antoine, nous, on est à ce jour très peu touchés aussi, en tout cas dans l'état actuel sur l'état locatif. Donc on a des perspectives qui s'inscrivent aussi dans la durée. Ça fait 4 ans qu'on distribue un coupon à 4,5, donc j'imagine qu'on ne sera pas très loin cette année, à la condition effectivement que la crise du Covid s'arrête. Donc je vais rester un petit peu prudent. Je suis très serein par rapport à la perspective actuelle, mais je reste prudent par rapport à ce qui pourrait se passer à l'automne. Pour l'instant, on dit que le Covid ne résiste pas trop à la chaleur, tant mieux, pourvu qu'il fasse très chaud. Mais dans quelques semaines ou dans quelques mois, si à l'automne, effectivement, on a de nouveau une vague, voilà, ça remettra en cause effectivement quelques perspectives. En tout cas, à ce jour, on est assez serein sur la distribution, effectivement, 2020 aussi, sur l'Allemagne, de par la situation économique et de par la reprise de l'Allemagne, ce que je disais tout à l'heure, en avance par rapport à d'autres pays européens. Sur le front de l'investissement, c'est aussi là-dessus. C'est intéressant parce que l'Allemagne ne s'est pas arrêtée. Donc, on a continué à faire du business. On vient d'acheter un actif la semaine dernière. On a signé un portefeuille aussi pendant le mois dernier, en plein Covid, sur une centaine de millions d'euros. Et donc, notre rythme d'investissement va être conforme à ce qu'on s'était mis en objectif sur le premier semestre 2020. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et dans des conditions un peu meilleures aussi, puisque bien entendu, à chaque crise a ses opportunités. Et donc, on a aussi des possibilités de négocier un petit peu mieux avec les vendeurs en ce moment. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. La seule crainte qu'on a, parce que c'est bien d'être très, 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 très positif, mais il faut quand même avoir quelques craintes, c'est les banques. Voilà. Nous, on a un effet de levier sur notre véhicule et c'est vrai que les banques, pour le coup, sont pas très offensives en ce moment. Elles aident beaucoup les entreprises et c'est une très bonne chose. Pour autant, je pense que voilà, les conditions que nous avions avant crise ne sont pas forcément les mêmes aujourd'hui et les volumes effectivement de crédit des banques risquent d'être un petit peu diminué. Voilà. Bon, a priori, l'Allemagne se réouvre puisqu'on a eu une proposition de taux qui est presque similaire à avant Covid, hier, donc c'est très frais, mais on reste vigilant par rapport à ça et en fonction effectivement de l'évolution du Covid. Voilà. Donc, on est serein, mais on reste un petit peu prudent par rapport à ce qui pourrait arriver. Très bien, très bien, très bien. Jean-Christophe, pour épargner Pierre, est-ce qu'on peut effectivement apporter également un éclairage en matière de perspective pour nos internautes, nos participants? Alors, Jean-Christophe, ouais. J'ai remis le micro. Désolé. Oui, c'est mieux. Il y a d'une part, si on part sur le modèle de notre hypothèse, en disant on annule les loyers pendant la période de fermeture de tous nos commerçants, ce qui, en fait, dans les faits, n'est pas la réalité. Notre taux de rendement, la distribution sur le prix de la part s'établirait entre 5,10 et 5,40. Donc, aujourd'hui, et au vu des négociations, on fait mieux sur cette hypothèse de base. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a pris des accords qui comportent une annulation de loyer qui est de moins de 1% du loyer annuel, qui annule 1% du loyer annuel global. Alors, je pense qu'on n'a pas fini toutes les négociations, et encore une fois, c'est en contrepartie de la sécurisation d'un certain nombre de baux avec les enseignes. Donc, en tout état de cause, et là, je parle sans ponction sur le report à nouveau, c'est-à-dire qu'on ne va pas, le chiffre que je vous donne ne tienne pas compte du report à nouveau qui pourrait venir se rajouter à la distribution, et ça, on en décidera à fin d'année. Ce qui est clair, c'est qu'il y aura une baisse, il n'y a pas eu de baisse de la compte au premier trimestre, il y aura par prudence une baisse de la compte au deuxième trimestre en fonction du taux d'encaissement, et ensuite, on reviendra à un acompte normal pour une distribution annuelle qui sera de toute façon, en l'état actuel des choses, hein, je rejoins Jean-François,
ne faudrait pas qu'on ait un nouvel élément qui vienne perturber cette reprise, mais on sera en tout cas au-dessus des 5% de rendement. Et je pense que voilà, c'est la fourchette que je vous ai donnée, c'est entre 5,10 et 5,40 pour 2020. Très bien, très bien, très bien. Alors merci effectivement pour ces points-là. L'épargnant, avant d'investir dans une SCPI, il regarde avant tout et parfois exclusivement ce fameux rendement, ce taux de distribution. Je pense qu'il est important de l'éclairer. Il nous reste que quelques minutes, hein, le temps passe vite. Mais sur d'autres indicateurs, je pense au taux d'occupation financière, on ne va pas forcément le développer là. On n'a pas forcément le temps, mais ça c'est important que les épargnants avant d'investir regardent le taux d'occupation financier. Effectivement, ça montre que les entreprises, les bureaux, les bâtiments sont bien loués et ne sont pas vides ou peu vides. Et il y a un autre indicateur qu'on connaît peut-être encore moins, qui est la valeur de reconstitution. Est-ce qu'on peut en dire deux mots, Jean-Christophe, de cet indicateur qui me semble clé et de bien comprendre et de bien analyser avant d'investir? Oui, pour simplifier la compréhension, hein, si certains de vos auditeurs sont familiers avec les actions, ils vont regarder l'ANR d'une société, c'est l'actif net réévalué, et ils vont regarder le cours de l'action. Si le cours de l'action est inférieur à l'ANR, il y a une prime pour acheter cette action, puisque vous achetez à un prix inférieur à la valeur réelle de l'entreprise. C'est la même chose sur la SCPI, la valeur de reconstitution, c'est la valeur du patrimoine, les autres éléments d'actifs et les frais propres à reconstituer le patrimoine. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que doivent voir les souscripteurs, c'est est-ce que je rentre au bon prix? Et c'est une inquiétude qu'ils doivent avoir en se disant, bon, est-ce que les prix vont se maintenir? Est-ce qu'ils vont baisser, etc. Globalement, sur les expertises, en 2020, les prix vont se maintenir. Les commerces vont être effectivement peut-être vont baisser à la marge, mais il faut s'attendre à 1% sur un patrimoine diversifié, il faut s'attendre à 1% de baisse ou à 1,5%, quoi, et voire une stabilisation. Donc, je prends un exemple simple, et ça, c'est ce que vos auditeurs doivent regarder. Si mon prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution, bah, effectivement, c'est plus intéressant de rentrer sur cette SCPI. Pour Épargne-Pierre, on a un prix de souscription à 205 € et une valeur de reconstitution à 219 €. C'est-à-dire que le souscripteur ou le futur associé va rentrer à moins 6,4% par rapport à la valeur de reconstitution. Alors, pour être transparent, hein, on avait imaginé augmenter la valeur de la part avant cette période de Covid, puisque nous, notre politique, c'est de dire l'immobilier ne se valorise pas tous les ans, il faut attendre. Donc, on avait attendu 3 ans avant de voir si on revalorisait la part. On voulait valoriser en 2020. Donc la crise est arrivée, on n'a pas valorisé. Et effectivement, on a un écart qui est relativement important entre le prix d'achat auquel vous rentrez et le prix de souscription. Et encore une fois, je reviens sur la durée, et Antoine l'avait bien souligné, sur la durée de placement. Quand vous avez effectivement un avantage en rentrant à un prix de souscription inférieur à la valeur de reconstitution, ensuite vous êtes sur une période de 10 ans ou 15 ans de complément de revenus et vous êtes dans une période de cycle immobilier. Le cycle immobilier ne va pas être baissier pendant 10 ans ou 15 ans et il va reprendre. Donc effectivement, c'est une opportunité. Et deux choses importantes, je pense, comme critère, c'est la capitalisation. Plus vous avez une capitalisation importante, plus vous avez de locataires, plus vous avez de mutualisation. La diversification du patrimoine, ça c'est évident. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de clients vont être frileux à l'idée de rentrer dans une SCPI purement hôtelière ou purement commerce aujourd'hui, même si ça peut changer. Hein, les choses peuvent évoluer très vite. Et la remarque de Jean-François, je pense que là aussi, ce qui est positif, c'est regarder l'endettement des SCPI. Celles qui ont un endettement faible, effectivement, ont une capacité d'endettement beaucoup plus importante pour investir, d'autant plus s'il y a de la collecte. Et aujourd'hui, le pouvoir de négociation a changé entre vendeurs et investisseurs. Et comme le disait Jean-François, là, on est en train de tester la résistance des vendeurs. Et comme les taux de crédit ont augmenté, hein, globalement, c'est entre 1,5 point à 1 point de base de taux de marge supplémentaire que prennent les banques pour financer des projets à long terme. Effectivement, aujourd'hui, toutes les négociations que nous menons, et là, nous sommes en train
de négocier un immeuble important avec un locataire, le siège social d'une entreprise du domaine de la santé, on négocie un prix qui n'était pas négociable avant la crise. Et ça, effectivement, ceux qui ont, et c'est les sociétés qui sont présentes aujourd'hui, qui sont en augmentation de capital et qui peuvent continuer à investir, vont investir dans des conditions favorables et vont renforcer leurs revenus pour le futur. Très bien, merci Jean-Christophe pour ces nouveaux éléments. On s'achemine vers la fin de notre échange. Moi, ce que je retiens notamment de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est qu'effectivement, investir dans des SCPI, c'est pas anodin, bien sûr. Ça s'inscrit dans une logique de long terme. Vous l'avez dit et redit. Merci de l'avoir signalé. Il faut également être sélectif. Vous êtes, en tant que société de gestion, particulièrement sélectif dans les biens que vous achetez. En tant qu'épargnant, il faut être également sélectif dans les SCPI dans lesquels on a investi. Effectivement, on vit aujourd'hui une période de trouble. C'est pour ça qu'on a fait appel à vous. Vous êtes vous travaillez au sein de sociétés de gestion de premier plan avec des SCPI dont on connaît la solidité, pour certaines la diversification, et en tout cas un positionnement très solide et qui s'inscrit dans le long terme. On peut citer l'Allemagne, on peut citer la santé ou autre. On est vraiment sur des tendances fortes qui ont vocation à se renforcer au cours des mois et des années à venir, bien entendu. Donc, il faut, dans tous les cas, je parle aux épargnants, être sélectif avant d'investir. Il faut être encore plus sélectif dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà, c'est aussi un message à retenir. Je ne sais pas si Antoine, Jean-François ou Jean-Christophe voulaient ajouter un mot de la fin très rapidement. Peut-être juste rapidement pour rebondir, je pense qu'il faut également être sélectif sur le gérant, et c'est d'autant plus vrai que la classe d'actifs est un peu niche et un peu alternative. Donc vous parliez tout à l'heure de commerce, d'hôtellerie. Sur la santé, c'est exactement la même chose. Je pense qu'il faut faire confiance à des spécialistes du secteur et à des gens dont c'est le métier. Et donc on ne gère pas un EHPAD comme on gère un bureau, on ne gère pas un bureau comme on gère un entrepôt logistique. Il faut avoir une société de gestion qui a les capacités de gérer, qui a les équipes et qui a l'implantation locale également. Je pense que c'est des éléments qui sont à rajouter et très importants, et notamment sur des classes d'actifs un peu niches. C'est peut-être une transition facile pour Jean-François sur l'implantation locale notamment. Oui, je vais pas revenir effectivement sur le côté spécialisation expert. Je vais peut-être revenir sur mon introduction. Je pense qu'aujourd'hui il y a suffisamment de sociétés de gestion, de produits et de très bons spécialistes pour que les épargnants et nos futurs associés puissent choisir d'une part, mais aussi diversifier. C'est-à-dire que quand on fait un investissement, si je prends effectivement la sélection faite par Grisby aujourd'hui, voilà, vous investissez sur une société de gestion qui a bien sûr cru sur la partie santé, une autre qui a bien sûr aussi sur les bureaux en France, régionaux, etc. Et en ce qui nous concerne sur l'Allemagne, donc c'est aussi un bon moyen, c'est de diversifier ses risques, parce que comme tout le monde, on n'a pas de boule de cristal, ni de connaissances à 10 ans, ou une vision à 10 ans ou à 20 ans. En tout cas, voilà, ça fait partie aussi de la sécurité d'un placement, c'est de pouvoir diversifier ses actifs sur des classes d'actifs différentes, et ça, c'est la meilleure sécurité pour l'avenir et sur le long terme. Très bien. Merci Jean-François. Jean-Christophe, un dernier mot également ? Alors, un dernier mot, mais tout a été dit par Antoine et Jean-François sur l'intérêt de souscrire des SCPI et de diversifier ses allocations d'actifs. Moi, je vais être beaucoup plus général et conclure sur un mot d'optimiste. Il faut faire confiance à la vie. La vie va reprendre. La nature humaine est faite de telle manière qu'on va reprendre le cours de nos vies. Laissez-moi espérer quand même que notre pays reprenne du souffle. Moi, j'aimerais qu'on retrouve un souffle au niveau de l'Europe, au niveau de la France, en donnant des perspectives et en ne gérant pas du court terme. C'est en offrant des perspectives à nos compatriotes, mais aussi aux Européens, qu'on va pouvoir s'inscrire dans la durée, qu'on va pouvoir peut-être devenir indépendant sur un certain nombre de sujets, sur le numérique, sur l'agroalimentaire, sur la santé, on en a parlé. Ça ne veut pas dire se renfermer sur nous, mais je pense que les
les Français et ceux qui travaillent, si vous leur offrez des perspectives, sont capables de faire énormément de choses. Donc, voilà, j'ai l'espoir qu'on ait un peu de souffle dans nos politiques pour nous offrir de belles perspectives. Parfait, parfait, parfait. Écoutez, je tiens également une nouvelle fois à vous remercier tous les trois pour votre discours de vérité, très clair, très instructif. Je vois les retours de nos participants qui sont très positifs, très instructifs. Certains nous disent être rassurés par les échanges qu'on a eus. Donc merci à tous les trois. Je tiens juste à préciser que chez Grisby, évidemment, donc on n'a pas pu répondre à toutes les questions. On a quand même tenu compte d'un certain nombre de questions. Nos conseillers Grisby sont à votre disposition pour poursuivre les échanges et répondre à vos questions, y compris à vous accompagner. Une fois de plus, on peut aller jusqu'à la souscription en ligne. C'est beaucoup plus simple qu'il y a quelques temps, beaucoup plus fluide et moins irritant. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Antoine, Jean-Christophe, Jean-François, merci et bon vent effectivement sur cette note pleine d'espoir. Merci à tous et je vous dis merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.